Chers amis, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous rencontrons Jacques Richard, l'ancien porte-couleur des Nordiques de Québec. Plusieurs se souviendront sans doute longtemps de lui pour sa saison de 52 buts connue en 80-81. Beaucoup d'autres, cependant, ne l'oublieront pas à cause de ses mésaventures hors de la glace lorsqu'il a pris sa retraite. Aujourd'hui, Jacques Richard nous raconte comment il a réussi à s'en sortir et gagner son combat contre la drogue. Après avoir connu argent, succès et gloire, Jacques Richard joue maintenant un tout nouveau match. Sans doute le match le plus important de sa carrière. Un match comme il n'en a pas joué d'autres auparavant. Après avoir passé 1 an et demi derrière les barreaux, Jacques Richard tente aujourd'hui de réintégrer la société. Déjà, sa nouvelle vie semble bien amorcée. Après la pause, Jacques Richard. L'avenir de Jacques Richard s'annonce pourtant très bien. Après avoir évolué avec les Flames d'Atlanta et les Sabres de Buffalo, il a la chance de terminer sa carrière avec les Nordiques de Québec. Au cours de la saison 80-81, il marque 52 buts et amasse 51 passes pour un total de 103 points. À Québec, Jacques Richard est consacré vedette. Cependant, pour lui, le succès est éphémère et lorsqu'on apprend son problème de toxicomanie, bien des gens associent alors la fin de sa carrière abrupte à la drogue. C'est réellement arrivé après ma carrière. Comme je dis, j'ai commencé, je dirais peut-être durant l'été avant que je finisse qu'ils rachètent mon contrat. Ils ont racheté mon contrat au mois d'octobre. Peut-être dans cet été-là, j'avais peut-être commencé à en prendre une couple de fois de temps en temps de même. Mais pas plus que ça. Et là, après ça, quand ils ont racheté mon contrat, je suis parti à Go. Puis là, j'ai commencé à en prendre. Puis là, c'était une fois par semaine. Puis après ça, c'était une fois, 2 fois par semaine. Puis là, ça s'arrêtait plus. Puis là, au bout de 3-4 ans, j'étais rendu que j'en prenais tous les jours. Puis c'était plus une vie. Et c'était pas une vie, puis je le savais que c'était pas une vie. Mais j'étais tellement rendu poigné là-dedans que j'en prenais tous les jours. Puis disons que c'était peut-être une manière aussi d'oublier mes problèmes. J'avais des problèmes. J'ai divorcé. J'avais une business. J'avais un restaurant-bar à Grande-Allée et ça a passé au feu. J'ai perdu de l'argent encore là. Toutes ces choses-là, c'est des choses que on dirait que je voulais pas voir la réalité. Puis plus j'en prenais, le lendemain matin, quand je me réveillais, mes problèmes étaient encore là, mais ils étaient encore pires. Parce que j'essayais de noyer mes problèmes dans la drogue, puis ils étaient toujours là, mes problèmes, puis ça réglait rien. En essayant d'oublier ses problèmes grâce à la drogue, Jacques perd rapidement le contrôle de sa vie. Il ne fait pas face à la réalité et la cocaïne devient sa compagne de tous les jours. Quand je commençais, j'arrêtais pas. Tu sais, je veux dire, ça pouvait être 3, 4, 5 grammes. C'est-à-dire, il n'y avait pas... C'est le matin. Par jour, je me levais le matin, puis jusqu'à temps que je décide d'aller me coucher. Des fois, ça peut taffer 2 jours. Des fois, ça peut taffer une journée. Des fois, ça peut taffer 3 jours. Puis il y avait les cartes à traverser aussi. Ça, c'était un petit peu avant. Je veux dire, avant que je sois vraiment rendu dans le coke comme ça, c'était un petit peu avant ça que je jouais aux cartes. J'ai été peut-être pendant une grosse année, à aller jouer aux cartes 2-3 fois par semaine. Puis j'ai vraiment parti des gros montants. Mais c'était pas juste... Il y avait des grosses games de cartes que je jouais, plus j'allais au casino de temps en temps. Ça, c'était une autre affaire que j'ai perdu pas mal d'argent. Inévitablement, ce qui devait arriver arriva. Jacques se rend en voyage en Colombie, le pays de la cocaïne. Une destination vacances toute choisie pour lui. Rendu au point que j'étais rendu, je veux dire, j'étais rendu un peu loin. Là. Je veux dire, j'en prenais souvent, ça me coûtait cher. Puis j'ai décidé d'un coup sec que je dois aller faire un voyage. Je voulais aller en Colombie. Je veux dire, vu que j'aimais prendre la coke, c'était un endroit que je voulais aller dans ce temps-là. C'était un genre de trip que je voulais faire. Je m'en allais pas là-bas pour acheter 3 kilos. Je savais pas ce que je ramènerais. Je veux dire, j'avais dans ma tête que je ramènerais probablement quelque chose, mais je savais pas quoi je ramènerais. Puis j'ai rencontré du monde là-bas, puis en fin de compte, je me suis ramassé une place que j'ai rencontré du monde aussi ils m'ont fait un deal pour 3 kilos, puis j'avais assez d'argent pour le payer, puis j'ai essayé de le ramener. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé quand tu t'es fait prendre aux douanes? Bien, si je me souviens, certain que je me souviens de la journée où je me suis fait arrêter. Hein. Je me souviens d'avoir passé aux douanes, puis le douanier m'a parlé, puis m'a demandé de ce que je voulais, puis c'est ça. Puis il a écrit de quoi sur le papier qu'on avait. Puis quand j'étais allé chercher mes bagages, là, je donne ce papier-là, puis ils m'ont dit de prendre la sortie où c'est qu'ils fouillaient. Fait que j'étais allé de ce côté-là. Puis ils ont fouillé mes bagages. Puis
Quand ils ont fouillé mes bagages, à la main, ils n'ont rien trouvé. Fait qu'ils ont fait passer mon sac de golf au rayon X. C'est là qu'ils ont vu qu'il y avait 3 kilos de cachets dans un double fond. Après la pause, Jacques Richard nous parle des moments qu'il a vécu en prison, ainsi que de la lutte qu'il a dû livrer contre la drogue. Dans ma vie, j'ai pas été un gars qui s'est privé. Je veux dire, j'ai pas mal eu tout ce que je voulais. Puis ça arrive d'une journée à l'autre, puis tu te ramasses au pénitencier. Je pense, tu peux pas bien tomber plus bas que ça. Je veux dire, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dur. Je pense que je suis un gars qui a du moral, mais il y a bien des soirs que, comme on dit, j'avais la gueule à terre. Je trouvais pas ça facile. En plus d'écoper d'une sentence de 7 ans de pénitencier, Jacques se retrouve derrière les barreaux sans drogue. Dès lors, il met un terme définitif à sa consommation. J'ai trouvé ça vraiment dur parce que là, je peux dire que j'étais en manque parce que ça venait juste de couper. Je peux dire que les choses que je faisais, c'est que je mangeais puis je me couchais. J'étais peut-être 2-3 semaines peut-être à dormir 18 heures par jour. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que il fallait peut-être que je récupère. Parce que, je veux dire, tout ce que j'avais pu prendre de coke, je veux dire, ça te fait pas tu dors pas quand tu prends ça, ça te laisse réveiller. Je pense que j'avais peut-être une couple d'années à récupérer. Puis, je veux dire, vu que j'en avais pas, puis là, je sentais vraiment la fatigue, puis je voulais seulement dormir. En prison, ce n'est pas un secret. Il est possible de se procurer de la drogue. Cependant, Jacques est bien décidé à ne plus y retoucher. Je m'en ai fait offrir, puis je veux dire, franchement, c'est... Pour moi, je veux dire, c'était... Je voulais même pas toucher à ça, je voulais même pas rien savoir de ça. Je veux dire, c'est ça qui m'a amené là, puis il fallait que je me sorte de ça. Puis mais d'une autre, si j'avais eu à en prendre, je pense que j'aurais été stupide d'en prendre parce que je veux dire, à la quantité que je pouvais prendre quand j'en prenais, puis que les fois qui m'ont peut-être été offert d'en prendre, que ceux que j'aurais pu avoir, ça aurait été minime, puis ça m'aurait juste donné le goût d'en prendre, puis de ne pas pouvoir continuer. Puis d'une autre, comme je dis, ça m'a tellement amené de mauvaises choses que il ne fallait plus que je touche à ça. Je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de... Je tourne la page. En prison, Jacques suit une cure de désintoxication. Si on n'avait pas procédé à son arrestation le 12 février 89, Jacques n'aurait peut-être jamais réalisé que sa vie n'allait plus nulle part. D'après moi, c'est un mal pour un bien, parce que je sais pas ce qui serait arrivé après, je peux pas le dire. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que j'aurais été encore dans la drogue, puis il fallait que je me sorte de ça. De moi-même, je pense pas que j'aurais été assez fort pour dire je vais aller dans une maison de désintoxication ou quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs qui m'ont conseillé, puis j'ai jamais voulu le faire. Peut-être que j'étais pas assez fort pour le faire, je sais pas. Mais il fallait que je me sorte de ça. Le 26 juin dernier, Jacques Richard a quitté le pénitencier de Donnacona pour une maison de transition de la métropole. L'ex-joueur des Nordiques aura donc passé 18 mois derrière les barreaux, c'est-à-dire le 1/6 de sa sentence. Aujourd'hui, il est en maison de transition et il refait lentement sa vie. Donc, je vais dire bien franchement, je repars à zéro. Je peux dire qu'il me reste une couple de petites affaires, mais pas pour dire ça vaut mais quasiment même pas la peine d'en parler. Dans quelques instants, Jacques Richard nous explique ce qu'il tire de son expérience. Il nous parle également de ses projets et de ce qu'il fait présentement pour aider les jeunes. Alors qu'il était en prison, Jacques a reçu un bon coup de main de la part de Gilles Lupien, un ancien coéquipier des Remparts de Québec et un ancien adversaire de la Ligue nationale. Aujourd'hui, si Jacques est déjà transféré dans une maison de transition, c'est en partie grâce à l'aide de Gilles. Bien, sûrement que si les anciens, qu'on aurait arrivé là, on aurait dit, bon, mais on ne veut pas s'occuper de lui, je pense qu'il aurait passé un 3 ans, 4 ans. Mais je pense qu'ils ont vu aussi que Jacques, c'était pas un prisonnier non plus, puis c'était pas un malfaiteur. C'est un gars qui a eu un problème. Et puis quand je suis allé en dedans, j'ai parlé avec certains gardiens et tout ça. Ils m'ont dit, lui, il n'y a pas d'affaires ici, pantoute, c'est même pas un prisonnier. On le voit, il n'y a même pas d'affaires là-dedans. Depuis qu'il est sorti de prison, Jacques Richard rencontre de jeunes hockeyeurs en compagnie de son copain Gilles Lupien. Même s'il ne joue plus dans la Ligue nationale, Lupien est toujours demeuré près du monde du hockey et il est maintenant devenu agent pour une vingtaine de joueurs.
Aujourd'hui, les deux amis sont allés disputer une ronde de golf avec Patrick Poulain du Laser de Saint-Hyacinthe et avec Philippe Boucher des Bisons de Granby, deux joueurs de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec qui sont promis à un très bel avenir. Avec les gars, j'essaie de leur faire comprendre, de faire attention à certaines personnes qui vous entourent, puis de ne pas se laisser entraîner. Puis les gars du monde au point de vue drogue, vous allez en avoir toute votre carrière autour de vous autres. C'est de faire attention puis de les éviter. Une chose que je faisais pas, pas pendant ma carrière, mais après ma carrière. Jamais au long de ma carrière, j'aurais pensé qu'un jour, je m'aurais ramassé en prison. Je faisais de l'argent, je faisais une belle vie, puis après ma carrière, au lieu de m'embarquer dans quelque chose puis m'occuper, j'ai commencé à m'amuser, puis à foirer, puis à sortir, puis j'ai commencé à prendre de la drogue, à jouer aux cartes. J'étais un gars qui jouait aux cartes 2-3 fois par semaine. J'ai perdu une fortune à jouer aux cartes, tu sais. Je veux dire, j'ai toujours été un peu gambler dans ma vie, mais plus ça allait, plus je l'étais, puis plus ça devenait quasiment une maladie. Fait que toutes ces choses-là ensemble, je veux dire, ça s'accompagne. Les cartes, les femmes, la drogue, tout ce que tu voudras. Il y a bien des choses que tu peux faire, mais il y a des limites à tout. Puis la drogue, tu fais pas ça, c'est pas... c'est pas un conseil que je vous donne, je veux dire, ça a ruiné une partie de ma vie. J'espère que je vais remonter le temps, mais c'est pas facile. C'est quoi qui était plus dur pendant ta carrière, après ta carrière ou pendant là, que tu te réinsères dans la société? Non. Pendant ma carrière, ça a toujours bien été. Je veux dire, tu gagnes de l'argent, tu joues au hockey, tu es populaire, ça va bien. Mais c'est par après. Mais ça dépend aussi comment tu finis ta carrière. Je veux dire, moi, quand j'ai fini ma carrière, j'étais peut-être déçu de la manière que je l'ai fini. Puis, je sais pas, j'avais peut-être des remords. En tout cas, je veux dire, j'ai peut-être pas aimé ça de la manière que ça a fini. Puis là, je sais pas, je suis parti, tout de suite après avoir accroché mes patins, je suis parti sur la go. La go n'a pas arrêté, ça a continué. Et plus ça allait, plus j'ambitionnais. J'avais pas de limite, comme j'ai dit tantôt. C'est la même chose aux cartes. Quand je jouais aux cartes, j'avais pas de limite. Je veux dire, ça fait coûter 1000, 2000, 3000, j'y allais. Je disais, c'était pas l'argent qui me faisait peur. J'avais peut-être les nerfs. Je sais pas si on peut appeler ça des nerfs, en tout cas. Voyez-vous, là, ça, là, c'est l'extrême d'un joueur de hockey dans la fin de carrière. Vous avez de l'extrême, puis vous avez à moitié de ça, là, qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des dépressions. Il y a eu quelques joueurs comme moi que j'ai entendu dire qui avaient des cas de suicide. Certains autres joueurs, c'est le divorce. C'est tout ça qui arrive au bout si on se prépare mal notre fin de carrière. Fait que ça, là, c'est une extrême. Fait que si, dans votre tête, que vous embarquez sur le hockey, puis vous pensez que vous allez vivre toute votre vie là-dedans, les gars, à 30 ans, c'est fini. Pendant que tout le monde pogne leur pic dans leur carrière, qui est 30 ans, les gens normaux, les autres, à 30 ans, là, ils commencent à faire de l'argent. Les autres, à 30 ans, on commence à perdre notre argent. Fait que c'est ça qui est vraiment difficile. Puis tu as toute la journée à dépenser, parce que tu peux pas travailler, ou tu peux travailler, mais tu n'es pas habitué de travailler. Il faut travailler 8 heures, là. Ça fait 15 ans que tu travailles 1 heure par jour. C'est une autre affaire, ça. Puis tu travailles avec ton corps, tu ne travailles pas avec ta tête. Puis à cette heure, il faut travailler avec ta tête. Ton corps, tu n'as plus besoin. Fait que c'est vraiment difficile. Je pense avec l'argent que j'ai fait durant ma carrière, après ma carrière, je pensais j'étais à l'aise, tu sais, je veux dire, j'étais quand même à l'aise. Il me restait juste à me partir une belle petite business ou juste trouver une job comme représentant ou quelque chose, juste pour dire que je travaille et faire un petit peu d'argent avec qu'est-ce que les intérêts de mon argent me rapportaient. J'aurais fait une belle vie. Puis c'est pas ça que j'ai fait, je veux dire. Il faut rester occupé, est-ce que je peux dire ça. Lorsqu'il a abandonné le hockey, Jacques n'a jamais eu l'idée d'entreprendre une nouvelle carrière. Sa vie, c'est bien simple, c'était le hockey. Et à la retraite, il se retrouvait face à un grand vide. On ne le saura jamais, mais avec la drogue, Jacques a peut-être inconsciemment voulu oublier qu'il n'avait plus sa place dans la Ligue nationale. Pour bien des joueurs, l'heure de la retraite arrive par surprise et ils y sont souvent mal préparés. C'est ce qui est arrivé avec Jacques après 10 saisons dans la Ligue nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, Gilles et Jacques insistent auprès de leurs joueurs pour qu'ils commencent déjà à songer à l'après-carrière. Toi, tu es peut-être resté plus proche du monde du hockey un peu que Jacques. Est-ce que tu penses que son cas, c'est un cas isolé ou c'est un problème généralisé des athlètes, là, comme tu parlais tantôt, quand ils prennent leur retraite?
Tout joueur de hockey, après c'est leur retraite, c'est une dépression à 90 %. Pas une dépression, aller prendre des pilules puis aller à l'hôpital 3 jours. Il y a différents niveaux, c'est une dépression. C'est un ajustement qui est vraiment difficile. Des fois, c'est le joueur qui le fait, des fois, c'est la femme du joueur qui le fait. Tu sais, c'est pas une switch, ça, que tu embarques, que tu démarques. Tu vis une vie de... peut-être pas de riche, comme c'est à Hollywood, là, mais juste entre ça. Et puis, quand tu finis ta carrière, c'est pas une switch que tu dis, mais là, c'est fini à cette heure-là, on change de vie. Des fois, toi, tu peux le faire. Des fois, ta femme ne peut pas le faire. Parce que dans sa tête, ça ne fonctionne pas. Puis tes enfants aussi, à l'école, « Ah, ton père n'était pas bon, il a fini de jouer. » Parce qu'à la fin de ta carrière, tu ne joues pas de la même manière. Fait que, tu sais, toute la famille commence à être brassée un peu. C'est le cours normal. Ça, c'est un bout extrême. Mais tu as le point 0 puis le point 100. Genre, c'est le point 100, tu en as plusieurs, c'est au point 0. Tu en as beaucoup dans le 50, en 75 aussi. Que les gars, ils ont tout perdu. Puis c'est normal. C'est normal parce que les gens ne nous comprennent pas. T'sais, on va se plaindre un peu, là. Les gens vont dire « Ah, tiens, eux autres. » Mais c'est plus difficile que les gens pensent. Quand on a joué devant des foules de 18 000 personnes, il est difficile de se retrouver inactif. Mais ce qui est le plus difficile à accepter, c'est de changer radicalement de profession au début de la trentaine. Après votre carrière, c'est important d'avoir cette instruction, d'avoir une job après. Parce que si tu n'as pas de job, tu n'as pas rien après. Mais c'est là que tu te cherches 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que tu fais si tu n'as rien à faire? Si tu fais, le jour tu joues au golf, le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas au bar. Oups, ta roue est là. Tes chums sont là. Bon, on sait tous qu'au bar, mais c'est pas la meilleure gang qui se tienne là. Puis là, oups, tu as un peu d'argent, mais oups, tu as une gang qui se colle autour de toi. Fait que de plus en plus, tu cales, puis tu cales, puis tu cales. Fait que c'est pour ça qu'après votre carrière, c'est vraiment important. Puis les joueurs se cherchent tout après leur carrière. Comme je l'ai toujours dit. Il y a 60 anciens pros, il y en a peut-être 15 qui sont millionnaires, 10 qui sont en moyenne, il y en a à peu près 25 qui sont en rue. Il va falloir commencer, c'est votre génération, vous autres, il faut changer ça. Nous autres, on a tout fini. C'est des exemples comme Jacques, qu'il faut vous le mettre à plein visage, vous dire « Hey boys, regardez là, il faut se réveiller. » Dans le fond, mais les parents, ils peuvent pas, si vous expliquez ça, ils n'ont jamais joué là. C'est un monde que personne ne connaît à part de nous autres. On l'a vécu, ça. Fait que c'est un monde, là, que c'est une autre planète pour eux autres. Fait que ça devient difficile à chercher, c'est des exemples, à chercher, c'est des raisons, des solutions. Personne ne les a vécues, ces affaires-là. Fait que c'est dangereux. Fait que si t'en vas te coller à côté de quelqu'un que lui, il veut t'entraîner dans le mauvais côté, mais c'est facile. Parce que nous autres, on n'a jamais appris comme les autres gens. Nous autres, on a appris, comme je vous ai déjà dit, il faut être 22 pour gagner un match, tout seul, t'es pas capable. Puis dans la vie, c'est le contraire, il faut que tu travailles tout seul pour gagner ta vie. Tu vois, quand il parle d'aller à l'école et tout ça, ben tu vois, aujourd'hui, ça n'est un de mes problèmes. Moi. Tu sais, je veux dire, tout au long de ma carrière, je pensais pas qu'un jour, j'aurais besoin de retourner à l'école, mais probablement, je vais être obligé de retourner à l'école pour finir mon secondaire 5, parce que les offres d'emploi, il faut que je retourne sur le marché du travail, les offres d'emploi que j'ai, ben ça demande un secondaire 5, puis je ne l'ai pas. Fait que là, pour ça, je recommence à aller, même en travaillant, pour faire que j'ai... Les autres, un jeune qui commence, peux-tu conseiller de surtout essayer de garder ses amis, pour, comme quand tu reviens chez vous, là, garder tes amis pour pas tomber dans un sac fermé, juste des joueurs. Ouais, comme je dis, mes amis étaient à Buffalo. Je veux dire, moi, j'ai joué à Atlanta, j'avais des amis à Atlanta quand j'ai commencé ma carrière à Atlanta. Après ça, j'ai été changé à Buffalo, c'était avec un autre groupe, là, je me faisais d'autres amis là. J'ai toujours gardé mes amis quand même à Québec, mais dans le temps, je faisais du sport. J'étais un gars d'été qui jouait au golf presque à tous les jours. Puis mes amis, je veux dire, c'était du monde qui était au club de golf. C'est plutôt, comme je dis, quand j'ai arrêté ma carrière, tranquillement, je me suis tiré dans la drogue, puis j'ai commencé à moins aimer à jouer au golf. Moi qui étais un maniaque du golf, qui jouais tous les jours, j'ai commencé à délaisser le golf tranquillement, parce que ça me disait pas, puis... ma tête n'était pas à ça pantoute. Fait que tranquillement, pas vite, mes amis du golf, je les laissais pour m'en aller dans le milieu où c'est qu'il y avait de la drogue. La question est vraiment bonne. C'est que quand tu as 16, 17, 18, 19, 20, 21, tu fais un certain salaire qui est 20 $ par semaine, 30 $ par semaine, tes amis, tu es au même niveau qu'eux autres. Quand tu joues dans la Ligue nationale, tu fais 150, 200, 250 000, tes amis ne peuvent plus te suivre. Fait qu'indirectement, tes amis s'en vont. Pourquoi que les millionnaires se tiennent ensemble? Le millionnaire va dire, j'ai un bill de 45 000. Toi, tu as un bill de 200 pièces. Tu ne peux pas parler avec ce gars-là.
Fait que cette conversation-là, tu peux pas la poursuivre. Fait que les gens de ta place, tes amis que tu as en ce moment, dans 15 ans, ils pourront plus parler avec toi parce que toi, tu n'as plus les mêmes problèmes qu'eux autres. Fait que tes amis sont rendus là, au même niveau que toi. Fait que tu vas vivre avec des gens plus riches, puis plus... ta gang d'amis vont dire « Hey, tu ferais, regarde-la aller. » Mais ça, c'est le cours normal. Mais quand tu es rendu en haut avec ces gens-là, il faut que tu suives le tempo de ces gens-là. Mais quand tu peux plus suivre, tu fais plus d'argent, ces gens-là, ils en font encore. C'est là que tu commences à tomber, à poser des questions, à avoir des problèmes. Tu comprends-tu? Fait que c'est tes amis, tes pères. Pour les jeunes, Jacques Richard constitue un exemple vivant. L'ex-hockeyeur des Nordiques en est conscient et c'est sans hésitation qu'il raconte son histoire. Comme Patrick et Philippe, les autres joueurs qu'il a rencontrés n'hésitent pas à lui poser des questions. Pour cette raison, Gilles apprécie que Jacques l'accompagne. Mais moi, avec tous les joueurs que j'ai joué au golf, j'en ai quasiment 12-14 en ce moment, là, plus que ça, une vingtaine. Quand on est allé jouer au golf, on a discuté, tous les gars ils ont été impressionnés. Puis on dit, ça nous a fait penser un peu. Le soir, on s'est allé à la maison, puis juste qu'on en parle, juste que le petit gars s'en va en char, qu'ils en parlent ensemble. Juste que ce soit le soir, qu'il dise à sa mère, hey, man, j'ai vu Jacques Richard, puis on a parlé de drogue, puis on a parlé de ci. On a déjà un pas de fait de la 8 ans passé, de l'année passée, puis de l'année avant. Parce qu'avant, ça s'est jamais fait, ça. Puis surtout de la bouche d'un gars qui a déjà été un premier choix dans la Ligue nationale, qui a fait de la grosse argent, puis que là, il est rendu en bas. Fait que tu peux pas avoir le meilleur gars que ça. Je pense que la Ligue du Québec devrait l'utiliser. Le Midget 3 devrait l'utiliser. Ils en font des campagnes qui disent qu'ils le prouvent donc, là. Non, moi, je trouve que c'est un gars super correct. Il nous montre que c'est pas correct qu'est-ce qu'il a fait, puis il est prêt à nous dire son problème qu'il a eu. Parce que souvent, du monde qui ont eu des problèmes comme Jacques l'a eu, ils ont de la misère à en parler puisqu'ils sont gênés ou bien quoi que ce soit. Mais lui, il est prêt à nous aider, nous les joueurs de hockey, comme aujourd'hui, moi et Philippe, il nous parle de son problème, puis il veut nous mettre en garde contre la drogue, puis ces choses-là. Oui, bien surtout, tu t'aperçois que c'est un gars qui a eu beaucoup de difficultés avec la drogue, tout ça. Tu t'aperçois qu'il avoue ses erreurs, puis qu'il veut, comme avec Gilles, il se promène avec des jeunes comme moi, Patrick. Puis lui, il veut nous donner des conseils pour qu'on fasse la même chose que lui. Parce qu'on voit que quand on finit notre carrière, si on fait une carrière, là, mais quand elle se termine, c'est pas toujours facile. Tu as de l'argent, puis tu sais pas quoi faire avec. Fait que c'est ça qu'il a essayé de nous dire pendant notre 18 trous. Là. Si jamais notre carrière réussissait, de pas faire les fous avec l'argent, puis c'est pas juste avec le hockey qu'on va faire notre vie, c'est surtout après. Parce qu'à 30 ans, c'est fini. Puis après que ton hockey est fini, il te reste presque plus rien, il te reste tes amis. Faut pas que tu commences à déconner avec ton argent. J'ai insisté beaucoup là-dessus qu'après notre carrière, comme je le disais tantôt, c'est qu'après notre carrière, il faut pas partir en peur, puis faut surtout marcher en ligne droite, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, peut-être se trouver un autre job, pas tomber dans la drogue, dans la boisson, puis juste jouer au golf, puis rien faire. C'est que ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui n'ont jamais pris, qui n'ont jamais touché à ça, de ne pas y toucher. De même pas essayer de savoir quelle sorte de feeling que ça peut avoir, ou de ne même pas toucher à ça, parce que une chose que je peux dire, c'est que tu sais la journée, quand tu commences à essayer ça, c'est la journée que tu commences à en prendre, c'est pas la journée quand tu arrêtes d'en prendre.